Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Stanislas Berton. Stanislas Berton a écrit plusieurs essais, dont celui-ci, L'homme et la cité, volume 2, L'homme et la cité, volume 3, que vous pourrez retrouver directement sur Amazon ou sur son site internet stanislasberton.com. Nous allons discuter de divers sujets, notamment le scepticisme qui est présent dans certains milieux dits résistants, notamment aussi la déchristianisation en cours et qui relève d'un grand problème, notamment pour les familles, pour aussi le manque de courage qui est très présent aussi dans les milieux résistants. Bonjour Stanislas Berton, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, je me réjouis de cet entretien. Alors, premier sujet justement, c'est le scepticisme qu'il y a à droite et le qualificatif extrêmement facile qui est complotiste, complot, conspiration. Alors déjà, est-ce que vous pourriez décrire qu'est-ce que le complotisme ou d'où vient-il? Quelle est son origine? Alors l'origine, en fait, déjà, bon, il faut revenir au départ, c'est qu'en fait, l'histoire est faite de complots. Quand on regarde, je veux dire, si on part même, par exemple, d'un élément qui est la crucifixion de Jésus, ça commence par un complot, puisqu'il y a Judas qui conspire avec les grands prêtres, etc., pour le faire arrêter. Et en fait, il est surpris au mont des Oliviers, etc. Donc voilà, on voit Jules César est assassiné suite à un complot. Enfin, en fait, l'histoire en fait, n'est qu'une succession de complots. Et bon, on voit aussi Machiavel qui dit plus tard l'importance de la ruse en politique, Talleyrand qui dit Dieu a donné le langage à l'homme pour qu'il dissimule sa pensée. Enfin, vous voyez, il y a toute une, comme ça, une suite. Et alors, pour ramener à. Donc, en fait, c'est juste déjà être lucide que l'histoire, en fait, la trame de l'histoire est tissée de complots. Ça, c'est. Voilà, ou même Sun Tzu qui dit l'art de la guerre est fondé sur la dissimulation. Donc, il y a toujours l'idée que, en fait, les choses se font en coulisses, se font de manière cachée. Donc, on ne voit pas pourquoi notre époque où tout prétend être transparent, visible à tous, tout est accessible en un clic, en fait, elle ferait exception. Alors, peut-être que notre époque donne l'illusion de la transparence, mais ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a trouvé un document qui était assez intéressant, que j'ai publié, et j'en ai parlé dans un entretien avec André Berkoff. En fait, c'est un mémo de la CIA qui dit, à partir c'est en 63 ou en 64, et qui dit, voilà, il y a des gens qui se posent des questions sur la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Et donc, ces gens-là, eh bien, ils les appellent des théoriciens du complot. Alors, en anglais, c'est conspiracy theorist, donc on dirait complotiste aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est vraiment savoureux parce que ça vient de la CIA, dont on sait aujourd'hui, donc 70 ans plus tard, grâce à la déclassification qui est en cours, qu'elle avait partie prenante, en tout cas, dans l'assassinat de Kennedy. Donc, ce sont les assassins donc, qui ont comploté, qui, pour qu'on ne prenne pas conscience de leur complot, disent il faut accuser ceux qui osent avoir une pensée critique, ce sont des complotistes. Donc en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut s'intéresser au complot. Si on s'intéresse à la vie de la cité, si on s'intéresse à la vie politique au sens large, pas politique politicienne, il faut s'intéresser au complot. Et en fait, pour plaisanter, je dirais, on n'est pas complotiste, on est complologue, on est spécialiste des complots. Et de manière plus légère, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on a envie de dire, j'ai besoin de nouvelles théories du complot parce que toutes celles que j'avais se sont révélées vraies. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Donc, pour revenir à ce que vous disiez au début, moi je suis assez frappé que même dans certains milieux qui sont voilà, dans la dissidence, qui critiquent à juste titre l'émigration de masse, la corruption de la classe politique, etc., on a l'impression qu'il y a cette espèce de cordon sanitaire intellectuel et mental qui a été mis autour de certains sujets, et à un moment, il faut qu'on s'arrête, on n'a plus le droit là, on bascule dans le camp des gens qui ne sont pas fréquentables, qui ne sont pas sérieux. Et en fait, ça, c'est absolument redoutable pour deux raisons. Parce que c'est la meilleure façon de neutraliser, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vos adversaires qui ont défini de quoi vous avez le droit de parler, donc c'est le meilleur moyen de neutraliser la critique. Et en plus, c'est la mort de la pensée, parce qu'en fait, à un moment, on s'interdit de se poser certaines questions. Et c'est ça qui est vraiment, à mon sens, absolument dramatique. Est-ce que vous pensez que c'est dû à un certain athéisme présent plutôt à droite, c'est-à-dire qu'il y a en effet une lucidité par rapport à l'immigration de masse, par rapport à certains sujets que vous évoquiez,
Mais je vais vous citer le célèbre Scully de Gomez Davila que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que l'erreur moderne n'est pas de penser que Dieu est mort, mais que le diable est mort. Oui, alors ça joue certainement. Ça joue certainement. Je dirais ça joue en tout cas pour la dimension spirituelle du combat. On y reviendra certainement dans cet entretien, mais je pense que la clé, c'est ça. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, en fait, quand on n'a pas conscience de ce combat spirituel et qu'on n'a pas l'aide de l'Esprit Saint, il y a un niveau de compréhension en fait qui vous échappe. C'est-à-dire qu'à un moment, vous butez et il vous manque la pièce du puzzle pour avoir la vision d'ensemble. Mais je pense que là, ce qui est à l'œuvre dans ce qu'on est en train d'évoquer, c'est une forme de conformisme intellectuel et c'est une recherche du statut. C'est-à-dire que, et on sait d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est quand même assez lié à la droite, on sait que la droite, il y a toujours cette notion de statut qui est très importante. Et en fait, tout a été fait aujourd'hui pour, quand vous évoquez ces thèmes, donc considérés comme complotistes, en fait, vous perdez du statut. Essayez en soirée ou en public, etc., d'invoquer certains thèmes, on voit tout de suite les gens détournent la tête en disant oh là là, qui l'a invité celui-là, je croyais que c'était un gars sérieux, en fait, c'est un fou furieux, etc. Donc ça, on est très sensible à ça. Et j'ai l'impression que les gens dits de droite, parce que ça aussi, on reviendra là-dessus, même s'il y a une différence claire au niveau philosophique entre la droite et la gauche, moi je pense que ce clivage, en fait, c'est aussi un clivage qui est, je dirais pas artificiel, mais qui est entretenu. Et en fait, aujourd'hui, la question, c'est plutôt gauche-droite, c'est peut-être d'être du côté du Christ ou du côté du diable. Je pense que la vraie distinction, elle est là, du côté de la vérité ou du côté du mensonge. En fait, il faut surtout aller chercher la vérité. La vérité, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. Dieu n'est pas de gauche, n'est pas de droite. Il y a des choses comme ça, il faut aller chercher les faits. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il y a déjà une erreur qui est faite de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a cette volonté de statut. Et en fait, ce qui est terrible, et je l'ai évoqué dans un entretien récent, c'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens dans la dissidence, en fait, cherchent à être adoubés par le système. C'est-à-dire qu'ils veulent être dans la résistance, mais une résistance reconnue par le système, une résistance qui est reconnue comme légitime par ceux qui prétendent combattre. Et en fait, je pense que ce n'est pas du tout comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme système qui est fondé sur des mensonges. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de mettre à bas ce système et de remettre un système qui est fondé sur la vérité. Et en fait, on va créer des nouvelles hiérarchies, on va créer des nouvelles structures. On le voit par exemple avec les médias. Les médias de masse sont complètement discrédités. Quand ils ne sont pas discrédités, ils ont 3 temps de retard, enfin ils ont des mois de retard sur l'actualité réelle. Là, on l'a vu, je prends un exemple très concret, on a vu avec l'affaire Durham. Durham, vous savez, il y a le procureur John Durham qui vient de blanchir complètement Trump de son accusation de collusion russe. Bon, les gens qui s'intéressent à tout ce que les médias appellent QAnon, toute la dissidence américaine autour de Trump, ils le savent depuis 7 ans. Voilà, on le sait depuis 7 ans. On n'a pas attendu le rapport Durham qui vient après 3 ans d'enquête, etc. On a des sources, des éléments qui nous ont dit il y a 7 ans, c'est bidon. Donc on avait 7 ans d'avance. Et donc c'est ce que dit Q quand Q dit maintenant nous sommes les médias. Nous n'avons plus besoin de ces médias corrompus, incompétents ou incapables de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. En fait, le vrai sujet, c'est comment on crée des choses artificielles, enfin pas artificielles, justement organiques. Et c'est ce que dit Musk aujourd'hui. Musk, quand il rachète Twitter, il dit je veux créer du journalisme citoyen et que les gens puissent diffuser l'information en temps réel et de manière organique sans passer par ces grands filtres que sont les médias de masse. Donc, en fait, au-delà des questions spirituelles, au-delà des différences idéologiques, etc., en fait, tout simplement rester bloqué sur cette idée de complotisme et de jouer avec les armes de l'adversaire, c'est juste avoir une incompréhension totale de ce qui est en train de se passer à un niveau métapolitique aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur Musk, je pense, sur son projet de transhumanisme, ce n'est pas le sujet. Oui, absolument. Non, mais sans naïveté là-dessus. Hein. Oui, ça, je m'en doute bien. Par rapport à ce que vous disiez avant, le Rassemblement national, tous ces partis dits de droite, sont en fait une ancienne gauche ou une fausse droite ou à l'extrême droite de la République. Mais pour moi, ce n'est pas une vraie droite. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Ah vous savez, il y a une blague qui dit en France, il y a 2 gauches dont l'une s'appelle la droite. Hein. C'est
Non, mais en fait, c'est ce que j'essaye de faire en fait dans mon travail, c'est que il faut mettre les choses en cohérence, c'est-à-dire ce qu'il faut aller critiquer quand on veut critiquer sur le fond, c'est critiquer le projet des Lumières, parce qu'en fait, même la République, même la Révolution française, il faut remonter. En fait, ça, c'est le niveau politique, c'est la Révolution française. Mais ça, c'est le fruit des Lumières, donc c'est le fruit de l'idée que l'homme peut trouver des choses. Enfin, la raison de l'homme se suffit à elle-même, il n'y a plus besoin de vérité révélée. Et puis derrière ça, il y a la vision, je dirais, spirituelle et religieuse. En fait, c'est la négation de Dieu. En fait, c'est une vision antichrétienne. Donc, il faut remonter toutes les étapes pour arriver à la source de cette idéologie. Et le problème, c'est que quand on fait ce travail-là, ben, on se rend compte qu'en fait, il y a le projet chrétien, la France catholique, et la République des droits de l'homme, on va dire. Et il y a un travail là-dessus. Il y a un très bon livre, peut-être que vous le connaissez, de Jean de Vigry, qui s'appelle Les deux patries. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, et qui parle de ça, et qui explique comment la droite nationale et la droite catholique a été complètement dupées, y compris par la franc-maçonnerie, notamment avec l'union sacrée, le patriotisme de la Troisième République. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup même de prêtres, etc., même attachés à la tradition, qui ne comprennent pas et qui ne vont pas au bout de cette réflexion politique. Donc oui, oui, tout à fait. Il y a cet énorme problème qui pour moi est un problème de formation. Et là encore, on revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est le problème de dire bah, il y a des questions qu'on s'interdit de se poser, et à un moment, on s'arrête, on arrête de réfléchir, parce que bah, ça devient dérangeant et on commence à rentrer dans le dur, si j'ose dire. Oui, tout à fait. J'avais reçu justement récemment Michel Maffezoli, et même lui, si j'ose dire, même lui, parce que je pense que c'est plutôt un sociologue de gauche, mais même si maintenant il est dit de droite, critique justement cette notion de complotisme. Donc je pense que ce genre d'idée fait son chemin. Ah bah oui, oui, non, mais de toute façon, moi je dis toujours, le plus important, c'est les faits. Il faut regarder les faits. Moi, à travers les réseaux sociaux ou mes livres, j'essaye de faire un travail de réinformation tous les jours. Je poste des éléments qui sont factuels, qui sont sourcés. Par exemple, hier, j'ai posté quelque chose sur, par exemple, la sexualisation des enfants. On voit qu'il y a une offensive aujourd'hui dans les écoles, etc. Bon, bah ça, c'est un projet qui remonte de longue date. Il y a des gens qui l'ont écrit, qui ont théorisé. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Rodger, qui vient des Pays-Bas. Voilà, il y a des fondations qui écrivent des choses. On cherche qui sont les sponsors de ces fondations, d'où vient L'OMS? l'idéologie qui les nourrit. Voilà, c'est factuel, c'est pas un complot, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont décidé à terme de normaliser la pédophilie, et c'est un travail de sape. Et la libération sexuelle des années 60-70 a été une étape vers ce dérèglement des mœurs et cette normalisation de toutes les perversions. Voilà. S'il y a des gens, après, les gens qui sont sceptiques, on peut le comprendre, ou même quand on parle des réseaux pédophiles, ou même tout ce qui est pédosatanique, etc., les sacrifices rituels, il y a des gens qui disent, mais ça, c'est du grand guignol, c'est du sensationnel voilà, pour faire vendre des journaux, etc. Bon, bah, très bien, mais on a des éléments, on a des témoignages, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont été victimes de ça, qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu, des gens dans plein de pays différents qui ne se connaissent pas, qui disent la même chose. On a des gendarmes qui ont témoigné quand ils étaient à la retraite ou quand ils étaient plus soumis au devoir de réserve. On a tout un appareil théorique, par exemple, avec la notion de sacrifice de René Girard, qui vient expliquer en fait à un niveau philosophique, etc., pourquoi ça se passe, enfin, qu'est-ce qui peut justifier ça au niveau psychologique, anthropologique. Donc on a énormément de choses. Mais après, encore faut-il avoir un esprit ouvert. Et c'est ça. Et en fait, moi, l'exemple que je prends dans certaines de mes conférences, c'est ce qu'on appelle en arts martiaux l'esprit du débutant. Vous savez, quand vous commencez à pratiquer, par exemple, un art martial, vous êtes un débutant, donc vous êtes ouvert aux suggestions de votre maître. Donc vous êtes une éponge, vous imbibez les choses. Puis après, quand vous pensez être suffisamment bon, bah, c'est là où l'éponge, elle se dessèche, elle ne peut plus absorber parce qu'elle pense qu'elle a assez absorbé. Et en fait, c'est ça le piège. Et c'est pour ça qu'on dit dans la pratique des arts martiaux, il faut toujours garder l'esprit du débutant, penser qu'on a un débutant et qu'on a toujours des choses à apprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, voilà, parce qu'ils ont eu un succès, parce qu'ils ont une réputation, etc., ben, ils ont perdu cette curiosité naturelle, cet esprit du débutant. Et il y a un petit peu, vous parlez du spirituel, il y a un peu d'orgueil quand même aussi. Hein. L'orgueil, c'est un grand péché. Et je pense que peut-être le fait de ne pas être chrétien, ça nous rend peut-être plus susceptibles à l'orgueil, même s'il y a des chrétiens qui sont orgueilleux, ça ne nous protège pas. On peut tous être tentés par l'orgueil, mais en tout cas, on en a peut-être plus conscience quand on est un chrétien.
Non, tout à fait. Et pour clore ce sujet, il y a récemment l'OMS qui avait diffusé un rapport justement sur son site concernant la sexualisation des enfants, que Chloé Framéry d'ailleurs avait bien relevé sur son canal Telegram. Mais pour clore justement ça, vous parliez récemment des années, enfin juste avant des années 60-70. En 1969, nous serions allés sur la Lune. Et justement, ça c'est une des choses que vous relevez dans votre essai, c'est la venue ou non de l'homme sur la Lune. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus? Bah, si vous voulez, moi, je me suis intéressé à ça, pas pour justement le côté sensationnel, est-ce qu'on y est allé ou pas, etc. Moi, ce qui m'intéressait derrière ça, c'est que si c'est faux, comme d'autres sujets, hein, je parle du pétrole abiotique aussi, par exemple, qui est un sujet aussi, ça veut dire qu'il y a une capacité de manipulation de l'opinion publique à grande échelle et qu'en fait, on est dans un réel qui est construit comme une pièce de théâtre. On est vraiment dans le simulacre. Et en fait, moi, j'avoue que par rapport à ce sujet-là, j'étais extrêmement sceptique. Je me rappelle même, je le raconte des fois, qu'il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un une fois dans un contexte social et amical qui m'a parlé de ça. Je me suis dit, mais c'est qui ce cinglé? De quoi il parle? Voilà, encore un qui a trop fumé, etc. J'avais vraiment ça. Et puis après, justement, j'ai des éléments qui ont été dans ce sens. Il y a quelqu'un dont j'ai traduit beaucoup de textes dans mon dernier livre qui s'appelle Martin Guedes, qui est un esprit vraiment absolument brillant, qui a un parcours, qui a caché vraiment toutes les caches du succès, enfin, qui est vraiment quelqu'un, et qui parle de ça et qui explique son propre chemin, comment il est venu à douter sur ce sujet. Donc moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si quand même ce gars-là, c'est pas un guignol, il faut quand même, si lui dit ça, et puis il donnait des liens, j'ai été regardé, il y a des choses qui m'ont interpellé. J'ai continué à creuser, j'ai vu, ça c'était assez drôle, que par exemple les Chinois ont envoyé un robot sur la Lune, et un officiel, donc ça c'était vraiment quelqu'un dans la diplomatie chinoise, qui fait un tweet aux Américains en disant on a mesuré sur le sol lunaire grâce à notre robot des niveaux de radiation absolument colossaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vos cosmonautes ont fait pour survivre à ça? Qu'est-ce que vous avez mis dans les combinaisons? Parce que nous, on ne sait pas comment vous avez fait. Donc il y a des petites piques comme ça. Et là, récemment, puisque vous évoquez ce sujet, je crois que c'était la semaine dernière ou en début de semaine, il y a l'ancien directeur de Roscosmos. Donc Roscosmos, c'est l'équivalent de la NASA russe, hein, qui dit j'ai quand même demandé à mes homologues américains les détails de la mission Apollo, enfin des missions sur la Lune. On m'a jamais répondu et on m'a dit que mes questions, je cite, mes questions risquaient d'aggraver les tensions internationales. Donc c'est quand même assez drôle. Ah oui, et pour finir sur ce sujet, parce que voilà, c'est vraiment, il y a plein d'éléments comme ça quand on creuse. Vous savez, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Freedom of Information Act, c'est-à-dire que les citoyens peuvent pétitionner des agences fédérales et de leur demander de divulguer certaines informations. C'est ce qu'il y a eu par exemple sur les vaccins. Ils ont forcé Pfizer à donner, à publier des choses là, sur leur processus, etc., leur documentation interne. Mais là, il y a quelqu'un qui a fait ça à la NASA pour dire on voudrait savoir quelle est la télémétrie, est-ce que vous avez encore donc tout vous savez, les données brutes de la mission. Donc, on voudrait savoir, est-ce que vous avez encore les designs, où sont stockés les plans, etc. Enfin, toutes les données de ces missions. Et là, on a répondu, on ne sait pas, on les a perdues. C'est la réponse officielle de la NASA. C'est stocké quelque part, mais on ne peut pas vous dire où on a perdu, c'est dans un regard. Donc, c'est quand même invraisemblable. Je veux dire, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, moi, je ne veux pas insister trop là-dessus parce que après, on tombe facilement. Quand il y a des choses aussi énormes, les gens, ça les focalise, ils se focalisent là-dessus, ils se demandent. Et en fait, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, je veux rentrer dans la critique plus fondamentale qui est est-ce qu'on vit dans un réel qui est fabriqué et quelle est la capacité de nos dirigeants à fabriquer en fait une fausse réalité, un peu comme dans la caverne de Platon, on est enfermé dans la caverne, et en fait les gens ne sont pas dans le monde réel. Et en fait c'est tellement énorme, les mensonges sont tellement énormes que les gens ont du mal à l'admettre. Et c'est la force. Il y a une belle citation qui dit, c'est de Marshall McLuhan, qui dit « Seuls les petits secrets ont besoin d'être protégés, les grands secrets sont protégés par l'incrédulité publique ». Donc en fait, c'est ça, c'est ou Goebbels disait la même chose, hein, plus le mensonge est gros, plus il est difficile de le remettre, d'accepter la réalité de ce mensonge. Donc voilà, moi c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse, mais voilà, et les gens qui veulent creuser, ils peuvent regarder dans mon dernier livre, j'ai mis plein d'éléments là-dessus, et puis il y a plein de gens qui font ça sur les réseaux sociaux. Enfin moi, c'est pas mon cheval de bataille, c'est vraiment une illustration d'un travail plus large sur la désinformation et la fabrique du réel. Et l'empire du mensonge. Et Il y a l'empire du aussi mensonge, exactement. la fameuse vidéo où je crois que c'est un ancien astronaute de la NASA
où c'est une petite fille qui lui pose la question s'ils sont vraiment allés sur la Lune, et lui répond ce n'est pas une question de petite fille, et nous ne sommes peut-être jamais y allés. Nous n'y sommes peut-être jamais allés. Donc ça aussi, ça relève bien justement de l'Empire du mensonge. Un autre point aussi, vous l'avez évoqué au début, c'est la théorie du pétrole abiotique. Donc évidemment, qu'est-ce que cette théorie est-elle vraiment une théorie? Bah, en fait, alors moi j'ai découvert ça vraiment très récemment, et là je vais vous décrire en fait mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire je lis un article à ce sujet sur une revue en ligne d'ailleurs excellente qui s'appelle Strategica, qui est très sérieuse, qui fait un travail absolument remarquable sur beaucoup de sujets, vraiment des analystes très pointus, et ils parlent de Oui, ça. Je n'avais jamais entendu ça. En fait, la théorie du pétrole abiotique, en fait, ça dit que le pétrole, contrairement à ce qui est enseigné, n'est pas une énergie fossile. En fait, c'est une production naturelle qui vient en fait des profondeurs de la Terre, et c'est pas du tout avec des animaux morts, des fougères compactées par des millions d'années, etc. Enfin, des débris organiques en fait. C'est ça s'appelle abiotique, parce que ça serait en fait purement minéral. Et en fait, et si vous voulez, donc moi je découvre ça, je tombe des nues parce que je me dis mais j'ai jamais entendu parler de ce truc, et si c'est vrai, c'est extraordinaire. Ça veut dire que là encore, on apprend dans tous les manuels, on dit le pétrole est une énergie fossile rare, il y en a un stock limité. Et là, ce que dirait cette théorie, c'est que non seulement le pétrole n'est pas rare, il est extrêmement abondant, il y a même certains puits qui se renouvellent, et qu'en fait, ça serait la deuxième ressource la plus abondante sur Terre après l'eau. Donc je me dis, alors là, il y a un truc quand même incroyable, il faut que j'aille creuser un peu ça. Donc je creuse ça, je découvre un site par un expert américain, je lis, il y a tout un truc que j'ai traduit dans mon dernier livre, l'introduction sur son site. Il explique en fait comment cette théorie a été développée. Donc c'est des savants russes et ukrainiens. Il explique pourquoi elle a été mise sous le tapis, pourquoi en fait elle a été développée que en Union soviétique, dont en URSS. Et là où ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit, bah, en fait les Russes l'utilisent, c'est-à-dire ils ont utilisé cette théorie pour exploiter leur champ et leur puits de pétrole. Et ils l'ont fait avec succès, ils donnent des chiffres, etc. Donc moi, je me dis, voilà, ça a l'air sérieux. Et puis après, je creuse aussi. Et moi, vous savez, je fais un travail sur le mondialisme. Donc je me rends compte qu'en fait, qui aurait eu intérêt à cacher ça, c'est Rockefeller, puisque Rockefeller, c'est l'empire du pétrole. Donc en fait, il y aurait eu tout intérêt à maintenir justement l'idée que le pétrole est une ressource rare pour maintenir son prix à des niveaux élevés. Et donc, en fait, je me dis, là, il y a quelque chose qui est cohérent. Enfin, en tout cas, ce n'est pas délirant. C'est-à-dire, il y a un test de base sur ça a l'air fou. Donc, je creuse, je me dis, ça a l'air intéressant. Je mets ça déjà sur mon site. Bon, j'attends un peu. Et là, il y a des gens qui me contactent, des géologues, par exemple, qui me disent, mais moi, j'ai vu votre truc au départ. J'ai pensé que vous étiez un fou furieux et que c'était délirant. Et j'ai creusé. Alors, c'est très difficile parce qu'il n'y a rien qui a été publié en anglais ou en français. C'est essentiellement des trucs en russe. Donc, il faut déjà parler russe ou ukrainien pour pouvoir le lire, ces articles de recherche, ces articles scientifiques. Mais j'en ai trouvé quelques-uns qui ont été traduits. Regardez, je vous envoie ça. Regardez, ça a l'air sérieux. Donc voilà, moi je me dis, bah, il y a quelque chose qui se passe, et je me dis, suite à ça, je me dis, bah, je vais mettre ça dans mon livre, et je vais disséminer ça avec l'idée que bah, des gens qui sont compétents. Moi, je suis pas géologue, je ne suis pas un physicien, donc je vois quelque chose qui a l'air cohérent. Je me dis, par rapport au mondialisme, c'est cohérent, et dans l'idée de désinformation de cette fausse réalité, c'est cohérent aussi. Donc, je prends le risque et j'y vais. Et ça illustre aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'essaye de faire ce travail-là sérieusement. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je me suis fait avoir et que c'est de la propagande des Russes et que le pétrole abiotique n'existe pas. Mais si c'est le cas, je veux bien admettre que je me suis trompé. Je veux dire, c'est pas un problème. C'est-à-dire que ce qui est terrible aujourd'hui, c'est ce conformisme où en fait on a peur d'une idée nouvelle et si possible d'une idée qui pourrait bouleverser beaucoup de choses parce que en fait on a peur de ce que les gens vont dire, vous allez de votre réputation, etc. Mais moi, ma conception de la science, c'est pas ça. La science, c'est prendre des risques, c'est oser faire des hypothèses audacieuses. Et souvent, ce que j'ai appris dans mon travail d'entrepreneur, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, les investissements les plus rentables ou les plus porteurs, ce sont qui sont souvent les plus risqués. Dire quand Christophe Colomb part en se disant je vais peut-être trouver un continent en fait où je vais trouver une route qui permet d'aller plus vite aux Indes, bah, il se jette un peu dans l'inconnu avec ses 3 caravelles. Tous les explorateurs sont partis comme ça, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils ont pris ce risque et en fait c'est ça qui a permis notamment les grandes découvertes, etc. Enfin, pour moi c'est aussi le génie occidental. Le génie occidental, on a cette idée de prendre des risques, de se jeter un peu, de faire des sauts dans l'inconnu comme ça.
Et je pense qu'intellectuellement, on a perdu ça et le monde de la recherche est complètement sclérosé. J'ai publié hier un article, une traduction sur ça qui explique que, voilà, le côté très sclérosé, très frileux, très peureux de la recherche. Pour moi, il faut faire feu de tout bois, il faut oser dire des choses. Et puis si on s'est trompé, on reconnaît qu'on s'est trompé. Et puis voilà, il faut être de bonne foi, il ne faut pas s'accrocher à ces choses. Mais avoir le fonctionnement inverse, c'est-à-dire écarter des choses a priori, on revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, on peut ignorer des choses extrêmement importantes et elles peuvent rester ignorées pendant des années parce qu'il n'y a pas eu un gars qui a eu le courage de dire, en fait, moi, je vais regarder si c'est vrai et je vais aller au bout de mon idée. Oui, et puis surtout encore plusieurs choses. Il y a la fameuse théorie du peak oil, c'est-à-dire que nous aurions atteint le sommet au niveau de la consommation de pétrole sur Terre, et ça existe déjà depuis les années 60. Donc à chaque fois, on fait que de repousser cette date limite où il n'y aurait plus de pétrole, et au final, on se rend compte qu'il y en a toujours. Donc on pourrait aussi se dire, avec un esprit complotiste, que ça permettrait aussi de jouer sur les prix, et donc de faire jouer l'offre et la demande, et de pouvoir organiser au final le prix. Oui, mais exactement. Mais c'est pour ça que rien que là, on sort du côté mondialiste je veux dire d'une pure logique de marché et de spéculation et de défense d'intérêts économiques bien compris, ou même d'ailleurs les Russes peuvent avoir une complicité, c'est-à-dire que les Russes qui sont producteurs de pétrole n'ont pas forcément intérêt à ce que le prix du pétrole s'effondre non plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont jamais cherché trop peut-être à diffuser cette théorie. Donc ça s'explique par des choses totalement naturelles, mais ce que vous disiez sur le peak oil, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est un peu comme le réchauffement climatique, où en fait, quand on regarde, c'est intéressant de regarder les titres des journaux d'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'il y avait des choses qui devaient se passer en 2000 dans les années 80. En 2000, il y avait des choses qui devaient se passer en 2020. Puis maintenant qu'on est en 2020, on nous dit c'est 2030, 2050. Donc c'est toujours repoussé. Puis comme les gens ont la mémoire courte et qu'il y a très peu de gens qui font l'effort d'aller relire les journaux d'il y a 30 ou 40 ans, voilà, il y a ce fonctionnement qui est à l'œuvre. Mais ce que vous disiez d'ailleurs sur le pétrole, en effet, il y a ça, et puis il y a le fait que, par exemple, sur l'épuisement des ressources naturelles, vous regardez ça, c'est une thèse qui est poussée par quelque chose qui s'appelle le Club de Rome depuis les années 70. Et en fait, quand vous regardez qui finance le Club de Rome, vous retrouvez toujours les usual suspects, les Rockefeller, enfin tous les pouvoirs mondialistes. Donc là, vous vous dites, enfin toutes les grandes dynasties mondialistes. Donc là, vous vous dites aussi, là, il y a quand même beaucoup de faisceaux de preuves qui convergent et qui doivent nous amener à minima à nous interroger. Je ne saurais être plus d'accord. Peut-être pour conclure cette partie sur le côté un peu du complot et de l'empire du mensonge, dans L'homme et la cité 2, dans le chapitre sur la guerre cognitive, n'est-ce pas? Une des explications avancées par Tim Foyle, c'est que justement, comme l'État s'est substitué en fait à l'Église, et comme l'État est devenu notre nouvelle maman, il y a une naïveté qui s'est installée, et donc une crédulité de la part des citoyens à croire exactement tout ce que disent les gouvernements. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus expliquer l'infantilisation qu'il y a en fait derrière les citoyens, derrière aussi une certaine imbécilisation des masses? Oui, alors ça, il y a deux choses. En effet, il y a cet article formidable sur le déni des complots qui explique la mécanique en fait, psychologique qui fait que, comme vous l'avez très justement dit, même les pouvoirs politiques en général sont associés aux parents. Et donc, c'est extrêmement difficile. On sait que psychologiquement, c'est très difficile en fait, d'admettre que nos parents nous veulent du mal. Donc, il y a à la fois ce processus je dirais, de mise, en fait, de transfert de la confiance à l'autorité étatique, transfert de l'autorité parentale. Et en même temps, ça se fait par un autre mouvement qui est en effet l'infantilisation. Et en fait, l'infantilisation, c'est, en effet, les gens sont dépossédés de voilà, de leur pouvoir d'adulte, de leur capacité de décision d'adulte, et se retrouvent sous la tutelle de l'État. Donc il y a un double mouvement, c'est-à-dire qu'on rend les gens de plus en plus enfants, de plus en plus dépendants, et donc cette dépendance accroît le rôle de l'État qui est assimilé à l'autorité parentale. Et donc, si on combine les deux facteurs,
eh ben, on comprend que c'est très difficile pour les gens en fait, de penser que l'État leur veut du mal. Oui, et alors que, en effet, si on ouvre un peu les yeux, on se rend compte qu'il faudrait être extrêmement méfiant de l'État centralisateur de manière générale. Et puis, ça, il me semble que c'est aussi une des valeurs catholiques, c'est-à-dire la décentralisation, et les États totalitaires ont justement tendance à centraliser le pouvoir. Oui, absolument. Et en fait, c'est surtout les États totalitaires, en effet, veulent concentrer le pouvoir. Et puis, surtout, vous disiez par rapport à la foi catholique, c'est-à-dire que un catholique, il met sa foi dans le Christ, il ne met pas sa foi dans l'État, il ne met pas sa foi dans les hommes, dans les institutions humaines en général. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce qu'explique très bien Sylvain Durin, c'est que dans une société catholique, il y a une verticalité qui vient, donc il y a Dieu. Après, il y a le père de la nation, donc dans les sociétés d'Ancien Régime, le roi ou le chef d'État en général. Et puis après, il y a le père de famille. Donc en fait, il y a une souveraineté des trois, c'est-à-dire Dieu est souverain, le chef politique, le chef de l'État défend la souveraineté du peuple dont il a la charge, et le père est souverain dans sa famille. Donc là, et chacun respecte la souveraineté, enfin, il y a un ordre et un respect de la souveraineté de chaque. Donc en fait, l'État vient justement casser ça. Et on parlait tout à l'heure de la critique, d'aller au bout de la critique. Quand on va au bout de la critique, on comprend ça. Et on comprend que en fait, défendre le rôle de l'État, enfin, plutôt dans l'autre sens, critiquer l'État sans critiquer la vision philosophique et spirituelle qui a permis à l'État d'occuper le rôle qu'il joue aujourd'hui, en fait, c'est pas cohérent. Un des derniers chapitres justement que nous devions aborder, c'est la destruction au final de la famille et donc du couple, et donc d'une certaine manière l'ordre naturel. Et est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus nous expliquer l'importance de revenir justement à ces familles traditionnelles, à ces familles catholiques? Et aussi, vous me disiez hors antenne, je ne crois ne pas dévoiler de secret, qu'au final, le couple, la famille n'est pas une démocratie. Ah bah oui, mais en fait, ça fait le pont avec ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est-à-dire, en fait, s'il n'y a pas de cohérence, s'il y a notamment au niveau des idées, en fait, il y a des retombées concrètes, c'est-à-dire que l'idée, par exemple, qui est moderne, hein, l'idée des Lumières d'égalité, bon, bah ça aboutit au système républicain, démocratie représentative. Donc ça, c'est appliqué aujourd'hui, les gens appliquent ça à la famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, les gens déplorent que les enfants voilà, sont ingérables, que c'est les enfants qui font la loi. Bah oui, c'est normal, vous croyez en ça, vous croyez en l'égalité. Mais la famille, ce n'est pas une structure qui est égalitaire. Déjà, dans une famille naturelle, où il y a cette compréhension des trois niveaux que j'ai expliqués, c'est-à-dire Dieu, père de la nation, père de la famille, et cet ordre naturel, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en effet les enfants qui sont soumis à l'autorité de leurs parents. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a la cellule familiale dans son ensemble qui est sous l'autorité du père de famille. C'est-à-dire que le père de famille est le chef. Et il faut rappeler que jusque dans les années 70, il y avait en France, et c'était un peu la même chose dans beaucoup de pays occidentaux, il y avait le statut officiel de chef de famille et qu'on demandait au père, pour tous les actes administratifs importants de la vie, il fallait avoir l'autorisation du père. Donc ça a volé en éclats. Et donc maintenant, il n'y a plus cette structure. Donc vous savez, c'est là. Aujourd'hui, on est dans la phrase de Bossuet, c'est-à-dire les gens déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Bah oui, oui, on a une vision des choses qui est déréglée à tous les niveaux, qui est déréglée spirituellement, qui est déréglée philosophiquement et qui est déréglée ensuite familialement. C'est normal. Donc la conséquence de ça, c'est que il y a des rapports qui sont déréglés entre parents et enfants. Donc les parents sont en désarroi parce qu'ils n'ont plus les outils pour se faire respecter par leurs enfants et eux-mêmes ne croient plus que leur autorité est légitime. Et ensuite, ça détruit aussi les rapports dans le couple entre les hommes et les femmes, puisqu'il y a une complémentarité normalement des rapports hommes-femmes, avec des responsabilités partagées entre chacun, mais quand même sous l'autorité de l'homme. Et en fait, ça, c'est plus compris. Aujourd'hui, c'est même pire, c'est-à-dire qu'on met les femmes et les hommes en concurrence, notamment dans le monde du travail. Je veux dire, on est dans la confusion, on est dans l'indifférenciation, qui est un énorme danger, c'est-à-dire que, et ça, c'est l'aboutissement de ça, c'est la logique du transgenre. Dans le volume 3, j'ai un article absolument extraordinaire que j'ai traduit, qui est aussi une traduction,
qui montre en fait la filiation philosophique et historique qui existe entre le mouvement féministe donc qui commence à se développer à la au XIXe siècle et le transgenre aujourd'hui. Et il montre que le transgenre, c'est l'aboutissement de la logique féministe. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'en fait, il n'y a pas de différence fondamentale, intrinsèque, entre les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes peuvent faire la même chose. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui dirait, par exemple, les femmes ne sont pas faites pour faire de la politique. Il faut jamais qu'on ait un chef d'État qui soit une femme dans un pays. Et ça, je précise que c'était le cas sous l'Ancien Régime. Il y avait quelque chose en France qui s'appelait la loi salique, qui disait qu'une femme ne pouvait jamais monter sur le trône de France. D'ailleurs, les juristes médiévaux disaient si une femme venait sur le trône, le royaume de France tomberait en quenouille. Donc il y avait cette idée qui était admise qu'un chef d'État, en France en tout cas, ne pouvait pas être une femme. Bon, aujourd'hui, vous dites ça en France. On parlait tout à l'heure, il n'y a aucun parti politique, ou même, je crois, aucun mouvement politique, un tant soit peu visible, qui dit ça, qui dit nous, on ne mettra jamais à la tête de notre parti une femme, et on ne proposera jamais un candidat au poste de président de la République une femme. C'est inaudible. Mais alors, donc, ça veut dire que les femmes peuvent tout faire, que les hommes, en fait, peuvent tout faire aussi. Donc, quelle est la différence? Il n'y a plus de différence admise. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il était frappant et il frappe les esprits. Mais en fait, c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une société de l'indifférenciation, de la confusion. Et en fait, ça détruit et ça déstructure complètement la société. Oui, et j'ajouterais encore cette petite touche eschatologique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Vous avez aussi mis dans votre essai volume 3 l'illustration, je crois, de Baal ou de Baphomet, qui est au final un démon transgenre. Donc on voit bien aussi, oui, il me semble, la continuité et si j'ose dire, le côté satanique justement de la transsexualité. Ah bah absolument, oui, ça c'est vrai que vous faites bien de me relancer à ce sujet, parce qu'en effet, être transgenre, il y a toujours trois dimensions. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand vous regardez le projet qui se déploie, ce projet mondialiste, il y a toujours trois aspects. Il y a l'aspect pécunier, donc par exemple sur le transgenre, c'est les traitements, la chirurgie, enfin, c'est tout un business extrêmement juteux. Il y a le côté politique, c'est-à-dire on déstructure la société, on divise encore plus la société, on divise les familles, on achève de détruire la cellule familiale et puis la continuité de la société, puisque ces gens-là seront stériles. Et puis le troisième point qu'il ne faut jamais oublier, c'est la dimension spirituelle, en effet. Et en effet, Satan est transgenre. Satan est un être indifférencié. L'expression un peu technique, c'est Satan est un être ontologiquement instable. Donc il n'a pas de sexe défini. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens qui poussent la transsexualité veulent. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui le poussent. Eux, ils pensent qu'ils sont les élus parce qu'ils ressemblent à leur maître Satan. Et ils veulent convertir de plus en plus, notamment les jeunes. Et en fait, devenir trans, en fait, c'est un espèce de baptême satanique. On peut le voir comme ça, une confirmation satanique. Oui, puis pour continuer encore le côté satanique avec vous citiez justement Sylvain Durin avec justement l'aspect sacrificiel, il y a aussi l'avortement qui est évidemment mis en avant. Vous avez en France, je crois, maintenant les préservatifs qui sont remboursés. C'est-à-dire qu'on prône aussi évidemment d'avoir le maximum de partenaires sexuels, ce qui est évidemment contraire à toute doctrine catholique. Enfin, vraiment, si on creuse aussi là-dedans, on est vraiment dans la destruction totale de la famille. Oui, mais on retrouve les trois éléments, c'est-à-dire qu'on trouve le projet, c'est-à-dire que quand on regarde les gens qui sont derrière la libération sexuelle, on retrouve tous ces réseaux mondialistes. Et on sait aussi que en fait, c'est très mauvais. Par exemple, il y a plein d'études qui ont été faites. Multiplier les partenaires sexuels, notamment chez les femmes, ça a des conséquences directes. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que toutes les religions traditionnelles, en tout cas, ou même les sagesses qui prônent la chasteté, la modération, etc., de consommer un mariage stable, etc., en fait, ça correspond à des choses qui sont aujourd'hui étayées par la science. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas bien parce que l'Église le dit, c'est parce que c'est bien que l'Église le dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que toutes les religions traditionnelles, en fait, elles nous donnent des outils, et c'est ce qu'on appelle un peu techniquement des heuristiques. C'est-à-dire que pour que chaque génération n'ait pas à refaire tout le travail de démonstration par elle-même, il y a des choses qui marchent
et qui se transmettent de génération en génération. Et c'est ça qui forme la tradition, la morale traditionnelle, etc. Parce que ça marche. Et vous voyez, on peut dire, les gens, la Bible nous dit très clairement voilà, qu'il faut avoir une chasteté, pas multiplier les partenaires sexuels de manière déréglée. Et en fait, aujourd'hui, la science vient aboutir au même sujet. Alors le problème, c'est que c'est des données scientifiques qui ne sont pas diffusées parce qu'elles vont contre le discours actuel qui prétend être scientifique, mais en fait qui colporte des mensonges. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on dit aux gens, on va vous faire votre éducation sexuelle, par exemple en SVT à l'école, mais on ne dit pas, regardez ce qui se passe sur les taux hormonaux de femmes qui multiplient les partenaires sexuels, alors que ça serait scientifique de le faire. Mais on ne le fait pas parce que, et c'est là où on voit qu'il y a une idéologie à l'œuvre qui, sous couvert en fait de science, défend une idéologie qui est en fait de la croyance. Je suis très content que vous parliez de ça parce que j'ai récemment reçu justement le professeur René Cochard, qui lui est un neuroscientifique et qui justement explique que nous sommes une espèce de nature monogame. Et que évidemment après, il y a la raison qui fait son travail, donc on peut choisir ou non de l'être, mais nous sommes une espèce monogame et notre cerveau est ainsi fait. Oui, mais en fait, c'est pour ça que, vous voyez, il faut toujours, comme je disais, remettre les choses en cohérence. C'est-à-dire que les gens qui vont vous dire, par exemple, beaucoup de païens, etc., qui vont dire, soyons dans la sexualité libre, la jouissance du corps, le côté un peu vitalisme antique ou à la Nietzsche, etc., en fait, ils sont dans le projet des gens qui prétendent combattre par ailleurs sur, par exemple, les migrations. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans l'idée que voilà, l'homme doit être dans la jouissance, dans le plaisir. Ils vont contre la nature. Et en fait, ils sont dans l'utopie. C'est-à-dire que dire que l'homme est fait pour avoir plein de partenaires, en fait, c'est l'utopie. C'est pas comme ça qu'on est fait. Et les grandes religions nous sont plus proches de la vérité que toutes ces utopies qui nous disent il n'y a pas de conséquences, amusez-vous, faites ce que vous voulez, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette cohérence à tous les niveaux. Alors maintenant, quel rôle pourrait jouer ou doit jouer l'Église dans justement cette reconstruction des familles? Et puis surtout, on voit plutôt à l'heure actuelle quel rôle elle ne joue pas. L'Église, elle a été totalement, enfin, elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Elle va même dans le sens en fait du monde. C'est-à-dire qu'elle devrait être justement avoir un regard toujours critique sur le monde. C'est ce que dit une phrase que j'ai citée à la fin de La France retrouvée, la phrase magnifique. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et là, on n'est pas du tout dans ça. On court, l'Église court après le monde. Alors pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, et ça, il y a beaucoup de catholiques qui ont du mal à l'admettre, c'est que l'Église a été infiltrée. Il y a eu je veux dire, là encore, c'est documenté, c'est factuel. Il y a énormément de témoignages. On a intercepté des lettres, des courriers, des instructions. On sait que l'Église a été infiltrée, qu'il y a une volonté de détruire l'Église, puisque l'Église, justement, c'est elle qui est le rempart contre les assauts de Satan. Donc tout est fait pour la détruire, pour l'affaiblir. Donc ça, c'est factuel. Hein. Donc il faut comprendre qu'elle a été détruite de l'intérieur. Et après, il y a eu justement une érosion de la foi, et même aujourd'hui, des gens qui ne sont pas des infiltrés, parce qu'il y a des gens sincères dans l'Église, mais qui ont été victimes de ce processus de subversion, qui ne croient plus. Il y a beaucoup de prêtres qui ne croient plus à Satan. Il y a beaucoup de prêtres ou de catholiques qui croient que tout ça, c'est symbolique. Moi, j'ai lu récemment le livre d'un exorciste, du père Gabriel Amorte, qui était l'exorciste du diocèse de Rome, qui est un exorciste très médiatique. En fait, il raconte dans ses mémoires qu'il a une conversation avec un cardinal qui lui dit « Mais non, mais de toute façon, vous et moi, on sait très bien que Satan n'existe pas. C'est purement symbolique. » Et il y a un cardinal qui dit ça à un exorciste. Vous voyez, c'est incroyable. Et que en fait le Christ parlait de manière symbolique, que en fait le corps du Christ et le sang du Christ, c'est pas vraiment le corps et le sang dans l'Eucharistie. Enfin, en fait, il y a beaucoup de catholiques qui croient ça. Moi, j'ai eu une catholique récemment qui m'a dit « Mais de toute façon, le Christ n'est qu'amour, on n'est pas jugé. » Et je lui ai dit « Mais dans le credo, il y a écrit d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Ah oui, mais non, ça c'est autre chose. Donc, vous voyez, les gens en fait sont dans une confusion spirituelle absolument totale. Et en fait, l'exemple n'est pas donné par les prêtres, par les hautes autorités ecclésiastiques. On voit d'ailleurs au sein de l'Église la guerre totale qui est faite à la messe traditionnelle. Pourquoi?
Je veux dire, il y avait un modus vivendi qui avait été trouvé avec Benoît XVI, c'est-à-dire ceux qui voulaient faire la messe traditionnelle pouvaient la faire, puis ceux qui voulaient faire la messe moderne pouvaient la faire. Là, il y a une chasse au tradit qui s'est engagée dans l'Église. On ne peut pas comprendre, il n'y a aucune raison. Moi, j'ai demandé à des prêtres qui me disent, dans notre diocèse, on a interdiction par l'évêque de faire des messes traditionnelles. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi? Et quand on leur demande, ils disent on ne sait pas. On pose la question, on nous dit c'est comme ça et c'est tout. Non, mais c'est invraisemblable. Tout à fait. Puis même au sein de la tradition, il y a aussi des polémiques sur certains sujets qui, je trouve, est assez regrettable. C'est-à-dire que même au sein de la tradition, il y a certaines divisions. Ah bah absolument, mais de manière générale, de toute façon, c'est toujours ce que veut le diable. Le diable veut diviser, le diable segmente. Voilà, diabolos, ça veut dire ça, hein, c'est celui qui divise, si je ne m'abuse. Donc, on est dans ce processus-là. Et en fait, le diable sait très bien ce qu'il fait parce qu'il sait que c'est l'Église et c'est la chrétienté en fait, qui va mettre en échec son projet. Donc, c'est normal que les assauts soient concentrés. Et moi, je trouve que c'est terrible parce que, je veux dire, même si on réfléchit d'un point de vue purement stratégique, c'est que là, il y a un boulevard en ce moment pour l'Église. Tous les maux qui sont en train de frapper notre société, notre monde, je veux dire, c'est l'Église qui apporte la solution, c'est le catholicisme. Je veux dire, on parlait de la famille. Si les gens passaient par un mariage catholique avec toute la préparation au mariage qu'il y a derrière, il y aurait certainement, on ne réduirait pas à zéro, mais il y aurait moins de gens qui divorceraient. Quand on voit tous les gens qui sont déprimés, qui disent ma vie n'a pas de sens, je suis dans le nihilisme, je suis du néant et je reviens au néant, l'amour du Christ et la vie éternelle, ça c'est des choses qui donneraient du sens à leur vie. Les gens qui ont l'impression qu'ils sont submergés par le mal qui les entoure, on parlait de la pédophilie, on parlait de la corruption des politiques, si on sait que le Christ a vaincu Satan sur la croix, on a énormément d'espérance. Et on sait qu'on est... Enfin, en fait, tout est là. Je veux dire, et l'Église devrait s'emparer de ça. Moi, on l'a vu même dans des choses plus basiques. Moi, j'ai été scandalisé que, par exemple, les prêtres ne parlent pas des soignants suspendus. Je veux dire, c'est des gens qui donnaient leur vie aux autres, qui sont au service des autres, les soignants, les pompiers. C'est une injustice. Je veux dire, tous les catholiques auraient dû monter au créneau et prêcher contre ça. Je veux dire, en disant que c'était un scandale. C'est l'avortement. On aurait dû, au moment, en 2022, Emmanuel Macron avait mis l'avortement dans son programme, en tout cas le faciliter. Tous les prêtres auraient dû prêcher en chair contre Emmanuel Macron en disant si vous êtes un catholique, ne votez pas pour des gens qui vont défendre l'homosexualité, l'avortement, enfin toutes les déviances de notre époque. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus les gens sont demandeurs de ça. Aujourd'hui, les gens sont dans une société qui est déstructurée, ils ont besoin de structures, ils ont besoin de bons pasteurs qui les guident, et ce n'est pas à nous, laïcs, de faire ce travail. Moi, j'utilise mes livres et j'utilise mes entretiens, etc., pour faire de l'apostolat, mais moi, je suis un laïc, je n'ai pas à prendre la place des prêtres et des autorités ecclésiastiques. C'est elle qui doit faire ce travail de mission et d'attaquer ce monde qui est vraiment sous la férule de Satan. On se souvient aussi des images durant la pandémie avec justement les prêtres qui ne donnaient plus l'hostie directement dans la bouche, mais qui donnaient dans la main. Ou moi, j'ai vu des images horribles de baptême fait avec un pistolet à eau. Je ne sais pas si vous avez vu aussi cette image. Enfin, vraiment des choses absolument catastrophiques. Oui, Cher mais Stanislas, d'ailleurs, pardon, je vous en oui, prie. pardon. Non, mais d'ailleurs, vous avez vu, au moment où on a eu cette pandémie, c'était en pleine semaine de Pâques, enfin, on était avant Pâques. Voilà, qui s'est levé parmi les catholiques pour protester contre la fermeture des églises, etc. Il y a eu une espèce de sidération par rapport à ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus au surnaturel, qui ne croient plus à la victoire du Christ, voilà, c'est ça. Mais moi, si on arrive vers la fin de notre entretien, moi, j'ai beaucoup d'espérance parce que je vois qu'il y a des choses, des forces qui sont en train de se lever. Vous savez, le Christ nous a dit que contre l'Église, les forces de l'enfer ne prévaudront pas, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Donc, moi, j'ai énormément d'espérance. Je vois qu'il y a des gens, même souvent qui ne sont pas catholiques, qui comprennent, qui reviennent, qui comprennent qu'il y a une dimension spirituelle. Et c'est nous, laïcs, justement,
de les détourner justement de ces fausses doctrines, notamment tout ce qui est New Age. On pourrait faire tout un entretien là-dessus, du danger de dire que Dieu est en nous, qu'on est tous Dieu. Enfin, tout ça, ce sont des hérésies qui ont été expliquées et contestées durant les millénaires d'existence de l'Église. Mais voilà, il faut vraiment expliquer aux gens la réalité du spirituel. Ça, c'est la première étape du combat spirituel. Et ensuite, après, les orienter justement vers la tradition catholique, parce que c'est vraiment ça qui va les sauver et apporter les réponses aux questions qui se posent. Absolument. Merci beaucoup, cher Stanislas Berton, pour cette entrevue. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation.